Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. On parle du printemps arabe. Est-ce que ce printemps arabe peut émerger au Maroc? C'est un peu la question à laquelle on voudrait répondre au cours de notre émission d'aujourd'hui. Et j'ai l'occasion de recevoir comme invité Monsieur Daniel Merskart. Vous êtes l'ancien délégué général de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez d'abord été en Pologne, puis après au Maroc. Et vous avez écrit un livre sur le Maroc, un livre intitulé Maroc, 4 champs de bataille pour la démocratie. C'est un ouvrage publié par les cahiers du PAC de présence et action culturelle. Vous connaissez bien la réalité marocaine. Est-ce qu'il est possible qu'un printemps arabe émerge au Maroc? Il y a eu un printemps arabe. Il a disparu. Il a eu un mouvement social mené par des jeunes, essentiellement des jeunes, qui s'est regroupé sous un mouvement qui s'appelait le mouvement du 20 février, Oui. et qui est issu du même mouvement que le mouvement tunisien ou que le mouvement égyptien, et qui revendiquait plus de démocratie et un redémarrage des réformes que le roi Mohamed VI avait initiées lorsqu'il est monté sur le trône et qui s'était arrêté ou avait en tout cas été freiné avec le retour d'une censure et de difficultés connues notamment par des journalistes par exemple, mais aussi de difficultés rencontrées par les militants démocrates au Maroc. Et donc ce mouvement n'était pas de la même nature que le mouvement tunisien ou égyptien, dans la mesure où le contexte était différent. C'est vrai qu'il y avait eu des réformes, et donc le contexte dans lequel ce mouvement s'est développé a fait en sorte que ce mouvement, sans doute, n'est pas apparu en Europe comme aussi dur et aussi porteur peut-être que ne l'était, et aussi révolutionnaire que semblaient l'être les mouvements en Tunisie et en Égypte. Ce mouvement s'est arrêté dans la mesure où le pouvoir a eu l'intelligence de proposer lui-même un certain nombre de réformes. Oui, on a été étonné. C'est le roi lui-même qui propose des choses. C'est-à-dire qu'il a compris que ce mouvement du 20 février était dangereux, dans la mesure où le Maroc n'était pas aussi calme que les gens se l'imaginent. Les gens, en général, ont une image un peu idyllique du Maroc. Et le Maroc connaissait des révoltes, mais des révoltes circonscrites et avec un objet très précis. Pour la première fois, le mouvement du 20 février fédère les révoltes. Et il démontre que si les situations, si les gens vivent des injustices, c'est parce que c'est le système lui-même qui les génère et qui les produit. Et donc ça, c'est une menace directe contre le régime. Et donc le roi a l'intelligence, à ce moment-là, de proposer une réforme constitutionnelle, de dire faites-moi des propositions, je prendrai l'essentiel de ce que vous proposez, et nous allons reprendre le mouvement des réformes. Le problème, c'est que le système lui-même est relativement bloqué. Les partis politiques sont sous tutelle. Et les propositions qui émergent évidemment sont totalement insatisfaisantes, et notamment elles le sont sur un plan important pour nous, qui est celui de la liberté de penser. Il faut savoir aussi que ce mouvement du 20 février, tout comme ce printemps arabe au Maroc, a amené au pouvoir, tout comme en Tunisie ou en Égypte, un parti islamiste. Et que donc les démocrates qui sont à l'origine de ce printemps arabe se retrouvent aujourd'hui coincés. Avec des ennemis, en fait. Avec deux fronts. Un front qui est le front des conservateurs traditionnels du palais, autour du palais, ce qu'on appelle le Marxen, qui n'ont pas envie que du point de vue social les choses bougent, qui n'ont pas envie qu'il y ait une redistribution des moyens et l'émergence d'une vraie bourgeoisie, par exemple.
Et de l'autre front, aujourd'hui, c'est ce front des islamistes. Et donc, qui, eux, n'ont pas envie que le printemps arabe donne naissance à des démocraties qui mettent surtout en avant la liberté de pensée et la liberté de croyance, enfin bon, etc. Bien Donc, sûr. il y a maintenant deux fronts qui sont ouverts pour les démocrates au Maroc. Et autre situation particulière par rapport à la Tunisie ou à l'Égypte, par exemple, c'est que le roi, il est le commandeur des croyants. Il y a un lien entre la royauté et la religion. Oui, alors, c'est à la fois un avantage. L'avantage, c'est que le pouvoir au Maroc maîtrise en quelque sorte la pratique de la religion. Et ça a servi pendant longtemps, on peut le reconnaître, de frein et de digue par rapport à l'avancée des thèses islamistes. Sauf qu'on est à l'ère des satellites, etc., et que ça ne suffit plus d'interdire des livres, les gens regardent la télévision. Ils vont sur Internet. Ils vont sur Internet, et donc les idées qui sont soutenues par certains États du Golfe, par exemple, ont pénétré vraiment au Maroc. D'autre part, on croyait le Maroc à l'abri du terrorisme, à l'abri de l'extrémisme religieux. Il y a eu des attentats. Oui, mais moins nombreux peut-être qu'en Égypte, par exemple, ou Donc, même qu'en Tunisie. Mais il y a eu des attentats en 2004 et 2005, ce qui ont fait découvrir tout d'un coup qu'il y avait des mouvements ultra-religieux qui proliféraient essentiellement dans certains quartiers et dans certains bidonvilles. Et donc, la fameuse exception marocaine a quand même été sérieusement ébranlée à ce moment-là. Donc, d'un côté, il faut reconnaître, le fait que le roi soit commandeur des croyants, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que ça le rend plus fragile aujourd'hui, parce qu'il est à la fois contesté dans ce rôle par les islamistes qui considèrent qu'il n'y a aucune légitimité religieuse à s'autoproclamer commandeur des croyants, et par évidemment les démocrates et les laïcs, et les jeunes en général, qui considèrent qu'il faut avancer vers un État beaucoup plus sécularisé. Le fait qu'il y ait beaucoup de Belges d'origine marocaine qui retournent, j'imagine, de temps en temps dans leur pays, est-ce que ça joue un rôle sur la situation au Maroc? Est-ce que nos Belges d'origine marocaine ont une bonne influence sur le Maroc? Je dirais qu'il y a deux époques à ce niveau-là. Il y a l'époque ancienne où l'immigration marocaine s'est intégrée grâce au travail dans les structures traditionnelles belges, c'est-à-dire les syndicats, les entreprises, les partis politiques, etc. Et ces générations-là ont effectivement aidé à développer les valeurs démocratiques et les valeurs laïques, je dirais, au Maroc. Mais plus récemment, nous savons bien que dans nos propres quartiers, on connaît un certain nombre de difficultés, qu'il y a un certain nombre de prédicateurs qui entraînent les jeunes générations vers plus d'extrémisme, et quand ces jeunes-là ou ces nouvelles générations d'immigration retournent au Maroc, c'est malheureusement pour tenir un discours beaucoup plus radical et parfois amener le reste de leur famille vers des attitudes moins ouvertes sur la démocratie et la laïcité. Situation difficile donc, mais que vous analysez de façon approfondie dans votre ouvrage, notamment les 4 champs de bataille pour la démocratie au Maroc. C'est le titre de votre livre, dont je rappelle qu'il est publié au Cahier de l'éducation permanente de présence et action culturelle. Je vous remercie infiniment, Daniel Mescart, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.